Bonjour à tous, je m'appelle Sidney Rostand, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Bioxégie, qui est spécialisée dans un domaine assez particulier, vous le verrez, qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimétisme étant l'ingénierie inspirée du vivant. Alors on a 45 minutes ensemble à peu près. Le but c'est d'essayer de vous montrer en quoi le biomimétisme, déjà qu'est-ce que c'est que le biomimétisme et en quoi c'est utile dans le domaine du packaging, dans le domaine des matériaux, dans votre secteur, dans son ensemble. Alors déjà, pour commencer un petit peu sur cette notion du biomimétisme, parce que ça peut paraître un petit peu farfelu, il faut savoir qu'aux origines du biomimétisme, il y a bien évidemment la vie. Alors la vie, c'est quoi? C'est évidemment tous les organismes qu'on connaît très bien, qui font partie de notre quotidien, tous ces organismes qu'on reconnaît, hein, une fourmi évidemment, ceux qui font encore plus partie de notre quotidien, et puis c'est tous ces organismes vivants dont on connaît le nom vernaculaire, c'est-à-dire ok, ça c'est une méduse, citer l'espèce là c'est déjà un petit peu plus compliqué, ça c'est une plante, et puis c'est aussi tous les organismes vivants, toute la vie qui nous est un peu plus étrangère, qui est un peu plus particulière et qui nous ressemble un peu moins. Donc ces millions d'organismes vivants qui existent et qui peuplent en fait notre Terre. Toujours est-il que plus on prend le temps d'observer, de comprendre, de décrypter finalement les organismes vivants, plus on s'en rend compte de son incroyable sophistication, plus on se rend compte qu'il y a finalement une sorte de savoir-faire, des rouages techniques, des rouages physiques, des rouages chimiques qui sont plus complexes, beaucoup plus sophistiqués qu'on ne pourrait le penser. Et la nature finalement est allée même jusqu'à coder de l'information, ce qui est intéressant pour les algorithmes, on y viendra en ouverture. Je vous rappelle que dans 1 gramme d'ADN, vous pouvez coder probablement l'équivalent en matière de disque dur de la moitié de ce pavillon. Et donc forcément, cette vie, en fait, c'est une richesse tout à fait particulière, une diversité en fait de mécanismes, de fonctions, de propriétés physico-chimiques, de comportements cognitifs qu'on commence à peine en fait à référencer, allant jusqu'à créer évidemment l'être humain, donc nous, et aussi nous et tous nos finalement contrastes, tous nos paradoxes, c'est-à-dire que forcément on a été doté d'une très bonne connaissance cognitive, de capacités en fait industrielles qui sont tout à fait remarquables, mais aussi de défis, et vous le savez mieux que n'importe qui dans votre secteur notamment, le défi de la durabilité, donc les matériaux durables, le recyclage, etc. Et donc dans les années 60-70, vous avez des chercheurs américains qui ont commencé à comprendre que finalement, face à ce paradoxe de notre, on va dire, système industriel qu'on a depuis quelques années, la meilleure des solutions, c'est peut-être pas forcément artificialiser toutes nos technologies, mais c'est finalement réouvrir un vieux grimoire. Et ce vieux grimoire-là, c'est la Terre, c'est son savoir-faire qui existe depuis des millions d'années. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, ben, on va aller regarder les 1,7 million d'espèces qu'on connaît à date, parce que ça peut être finalement 1,7 million de brevets. Ça peut paraître philosophique, mais je vais vous montrer des exemples qui démontrent un petit peu, si vous voulez, cette théorie-là. Donc ces chercheurs américains, une fois n'est pas coutume, on parle des États-Unis. Ils travaillaient où? Ils travaillaient pour le complexe militaro-industriel. Donc on parle de Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, on parle de la NASA, on parle de la DARPA, qui est l'agence de défense américaine, et de tout ce réseau en fait de centres de recherche, le MIT, Harvard, Stanford, Georgia Tech, Caltech, Virginia Tech, les grands centres de recherche américains. Et donc eux ont commencé à définir ce domaine assez particulier du biomimétisme. Donc si vous devez en retenir une définition aujourd'hui, c'est que c'est une approche donc, de recherche et développement qui consiste à s'inspirer de l'ensemble de tous ces mécanismes, tous ces savoir-faire de la nature pour innover. Innover autrement, c'est-à-dire innover de manière disruptive, répondre à des problématiques très ciblées. Parfois c'est par exemple répondre à des problématiques ou à des normes sur des couleurs par exemple, vous le savez bien, la couleur du blanc par exemple. Ça peut être tout type de problématiques en fait industrielles auxquelles on fait face et on va aller regarder ce qui se passe dans le vivant. Et donc il y a eu une émergence de ce qu'on peut appeler la science bio-inspirée qui a été donc, comme je vous l'ai dit, impulsée aux États-Unis, mais qui s'est très rapidement en fait exportée dans de très nombreux pays, allant évidemment en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne. En France, on a un petit peu de retard, mais c'est aussi arrivé, hein, puisqu'il y a des laboratoires français qui font de la science bio-inspirée. Et puis, dans une certaine mesure aussi, depuis une dizaine, quinzaine d'années, de façon assez impressionnante, en Chine, puisque vous avez environ plus de
du tiers, hein, me semble-t-il, oui voilà c'est ça, du tiers de la science bio-inspirée qui a lieu aujourd'hui en Chine, chez les industriels chinois, dans les centres de recherche en sciences bio-inspirées. Et donc en fait le biomimétisme c'est pas forcément quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias. Alors de temps en temps il y a des articles où il y a des beaux reportages Arte, mais en réalité il y a vraiment une trame de fond scientifique et industriel qui est en train de se jouer, qui est assez importante. Là vous voyez l'évolution des papiers scientifiques en du coup sciences bio-inspirées. Vous voyez qu'il y en a énormément dans la chimie, dans la science des matériaux et dans l'engineering au sens large. Et puis vous avez aussi une réalité qui va au-delà de la réalité scientifique, une réalité applicative, puisque là vous avez par exemple les brevets en technologie bio-inspirée qui connaissent un vrai essor, hein. On parle de 7000 brevets bio-mimétiques, puisque c'est un nouveau nom, qui ont eu lieu en 2021. Et puis aussi vous avez 200 équipes de recherche qui font de la science bio-inspirée. Sauf que, une fois n'est pas coutume, le problème c'est quoi? C'est que la courroie de transmission entre la science en amont et les industriels en aval ne se fait que très peu. Pour faire simple, vous avez très peu d'industriels en France comme en Europe qui font des technologies bio-inspirées ou qui font des technologies biomimétiques de manière vraiment assumée et automatique dans leur centre de recherche et de développement. Les entreprises qui communiquent le plus à ce sujet en France, c'est L'Oréal et c'est Airbus. Et encore, je peux vous le dire, puisque ce sont des partenaires, on voit finalement que très peu de choses qui se font, ils pourraient en faire beaucoup plus. Alors on pourra parler en off hein, si vous le souhaitez, dans la mesure de ce que j'ai le droit de dire évidemment. Alors je vais vous donner un petit peu des exemples. Maintenant que j'ai dressé un contexte un peu général, en quoi le biomimétisme peut être utile dans votre secteur, sur des cas d'application que j'ai choisis. Alors, ce n'est pas exhaustif, ce que je vais vous raconter, c'est purement illustratif, mais j'espère que vous allez réussir un peu à vous projeter sur cette discipline assez particulière qu'est le biomimétisme. On va parler des matériaux, donc le biomimétisme dans la science des matériaux. On va évidemment parler de durabilité, hein, forcément. On va parler de l'esthétique et des formes. On va parler de fonctionnalisation des surfaces. On va parler d'application et d'adhésion. On va parler de procédés de production. On va finir sur la détection et le contrôle. Encore une fois, ça ne sera pas exhaustif. Alors on commence par les matériaux, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le propre du biomimétisme déjà, c'est qu'il jongle entre la biologie et l'ingénierie. Et quand on parle de biologie, forcément on parle aussi de biosourcing. Une grosse partie du biomimétisme, c'est décrypter ce qui se passe dans le vivant pour aussi, pas forcément uniquement le reproduire, mais aussi sourcer directement les matériaux. Et alors là, en l'occurrence, vous avez un organisme vivant qui est assez particulier, c'est le champignon. Alors plus précisément, c'est le mycélium. Le mycélium, c'est quoi? C'est les organes de croissance du champignon qu'on ne voit pas, qui sont en fait dans la terre, qui sont sous terre. Hein, c'est des filaments qui ont la capacité de croître à hauteur, quand les conditions environnementales sont bonnes, de 1 km par jour. Donc il y a une croissance de la matière qui est phénoménale. Donc en gros, c'est voilà, un filament très intéressant qui peut remplacer en fait des matériaux pétro-sourcés, très intéressant évidemment pour le packaging, qui ont une forte croissance, une forte rapidité à croître. Et finalement, vous avez le haut du champignon que vous allez voir, hein, c'est celui qu'on va accueillir quand on a des champignons de Paris évidemment. Alors, ce réseau de mycélium a été étudié de très près, notamment par une entreprise américaine dès les années 2000, la fin des années 2000, pour pouvoir en fait essayer de construire et de fabriquer des emballages biodégradables. Le but, il est très simple, hein, c'est de remplacer les matériaux pétro-sourcés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait cherché à créer des moules particuliers dans lesquels on va faire croître en fait du mycélium à très grande vitesse. Ce mycélium-là, on va le faire croître avec du chanvre, hein, donc avec des filaments végétaux pour renforcer le mycélium. Ce qui est très intéressant, c'est que comment est-ce qu'on fait croître ce mycélium-là? On va venir créer un moule particulier qui est l'emballage qu'on veut créer. On va essayer de créer les conditions de croissance idéales au mycélium et ensuite le mycélium va venir se fondre dans le chanvre pour venir remplir ce packaging-là, ce moule-là. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on obtient un matériau qui est biosourcé à 99%, mais rappelez-vous, on vient aussi tirer parti de la rapidité de croissance du mycélium. Quand vous avez un mycélium qui est capable de croître à hauteur de 1 km par jour, bah forcément, ce n'est pas un processus qui est long. C'est un processus qui est totalement compatible. C'est pour ça que cette entreprise américaine l'a breveté. C'est totalement compatible avec les cadences industrielles, ou en tout cas avec une grosse partie des cadences industrielles et donc aussi des coûts industriels. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on appelle le biosourcing biomimétique. On va passer sur un autre exemple, le cuticule des crevettes. Alors le cuticule, c'est quoi? Dans un langage scientifique, c'est l'exosquelette, c'est-à-dire, entre guillemets, la carapace de l'exosquelette des crevettes.
Les crevettes, alors c'est les crevettes, c'est d'autres types de crustacés, hein. Cet exosquelette va être composé de chitine. La chitine, on peut en extraire du chitosane. Et le chitosane, c'est une molécule extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité en fait, de créer des liens surfaciques très forts avec les matériaux. Donc concrètement, elle a une grande capacité de cohésion à des échelles très fines, à des échelles moléculaires. Donc c'est très très intéressant quand on veut par exemple fabriquer de la colle bio-inspirée. Concrètement, on vient remplir cette chitine dans des matrices polymériques, un peu plus classiques, un peu plus industrielles, mais on vient sourcer une partie en fait, des capacités d'adhérence au travers de la chitosane, plutôt que par exemple de l'acrylique dans les colles industrielles habituelles. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on vient du coup réduire l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone de cette colle-là, et en plus de ça, on a des propriétés mécaniques qui sont très intéressantes. Rappelez-vous, la chitine hein, qui vient constituer l'exosquelette des crevettes, son intérêt principal, c'est de défendre, de faire le rôle de carapace de la crevette. Donc elle a une très très forte résistance mécanique, résistance à la traction et résistance aux forces de cisaillement. Et donc concrètement, non seulement vous obtenez une colle et donc une partie de pack complètement biosourcée, mais en plus de ça, vous ne sacrifiez pas la résistance mécanique de ce pack-là. Du résultat, c'est-à-dire la colle bio-inspirée. Donc ça peut être utilisé dans des packs résistants. Et donc là, en l'occurrence, c'est quand même incroyable de le dire, vous avez une résistance à force de cisaillement qui est de l'ordre de 40 mégapascales. Donc autant vous dire que c'est assez impressionnant comme résistance technique. Autre exemple, le byssus de la moule. Alors vous le savez, la moule, elle doit coller dans des environnements qui sont des environnements très complexes, où il y a beaucoup d'humidité, il y a des UV. L'UV vient pouvoir aussi dégrader des colles, par exemple. Et puis évidemment des environnements qui sont corrosifs et sur des matériaux qui sont des matériaux très variés. Ça peut être des roches, ça peut être des reliefs très particuliers. Et donc elle a un organe qu'on appelle le byssus de la moule. Et le byssus de la moule va sécréter en fait un alliage, donc deux fonctions principales. Le premier, c'est des catéchols, hein, donc c'est un groupe d'OPA. Et le second, c'est des amines. Et donc ça a une résistance. Alors je ne vais pas vous détailler tout le fonctionnement du byssus de la moule, sinon je pourrais vous donner un exposé uniquement sur la moule, et j'en serais capable. Mais là, en fait, il y a forcément ces deux fonctions-là qui sont très intéressantes et donc résistantes mécaniquement. Allez-y pour décrocher une moule. Et donc vous avez en fait des Chinois, donc c'est là qu'on voit aussi la puissance en fait de la Chine en matière de sciences bio-inspirées, qui ont décidé en fait de créer une colle bio-inspirée à partir en fait de la polydopamine. Donc vous retrouvez en fait finalement les deux fonctions, donc le groupe DOPA et l'amine, qui vont faire polymériser, et cette polymérisation va permettre en fait d'obtenir une polydopamine qui est mécaniquement très stable et qui vient créer aussi une très forte adhésion sur des substrats qui sont des substrats très variés. L'intérêt évidemment de ça, c'est que la polydopamine est disponible de manière industrielle en très grande quantité et à faible coût, et en plus de ça, évidemment, selon les polydopamines qu'on va pouvoir utiliser, eh bien, vous en avez une partie forcément qui est complètement biodégradable. Donc là, vous voyez en fait l'avantage du biomimétisme, c'est un décryptage de ce qui se passe dans le vivant, c'est-à-dire que la polydopamine, on peut l'utiliser pour, en fait, pourquoi elle est disponible industriellement? Parce qu'en fait, elle est utilisée pour d'autres usages. Il y a même des médicaments à base de polydopamine. Sauf que ces chercheurs en fait chinois ont compris que la polydopamine correctement polymérisée pouvait être utilisée à des fins d'adhésion quand elle était dans des bonnes conditions. Donc là, vous avez un exemple de la science bio-inspirée dans les matériaux. Je suis volontairement rapide, on pourra discuter, je vais rester un petit peu si vous avez des questions plus précises. Parlons d'esthétique et de forme. Alors, il y en a certains qui le connaissent dans le domaine du packaging. On vulgarise ça souvent sous l'effet, sous le fait de dire que c'est des origamis. La réalité, c'est qu'en fait, vous avez de très nombreux organismes vivants qui, pour des raisons généralement qui sont liées à de la mobilité ou du pliage, vont avoir des formes tout à fait complexes en fait pour pouvoir condenser un matériau. Donc, vous prenez un exemple très simple, c'est l'aile d'une coccinelle par exemple, ou l'aile de certains scarabées qui va se rétracter sous les élytres, hein, donc sous ses carapaces. Elle ouvre les élytres, l'aile va se déployer à très grande vitesse. C'est des lignes de force tout à fait particulières qu'on appelle des lignes de force bistables. Hein, c'est des états en fait de rigidité transitoire qui permettent un déplacement rapide et une légèreté dans le matériau, donc une consommation de matériaux optimisée. C'est aussi le cas chez les végétaux, notamment chez la feuille de noisetier. Donc la feuille de noisetier, elle est dans le fruit forcément, elle est contenue dans le fruit, et lorsque le fruit va éclore, forcément, ça doit venir se déployer de façon optimisée et rapide, tout en permettant une bonne stabilité mécanique, puisque une fois la feuille déployée, elle doit évidemment tenir en place pour permettre la photosynthèse. Donc cet origami ont été
ces origamis ont été du coup étudiés par des scientifiques japonais, notamment un scientifique du nom de Miura. Et Miura a du coup établi la théorie de ce qu'on appelle les origamis Miura. Il y en a d'autres qui ont été utilisés. Et ça a été utilisé par du coup une entreprise au Japon dès les années 70, mais ils ont évidemment complexifié ça dans les années suivantes. Et notamment ce que vous voyez ici à l'écran, c'est qu'en fait ils ont fait ce qu'on pourrait appeler une évolution de l'origami Miura. C'est l'origami Yoshimura, il me semble. Et cet origami Yoshimura, c'est un origami qui peut être utilisé de manière cylindrique. Ça, c'est très intéressant. Et c'est justement l'étude des patterns, en fait, si vous voulez, sur les feuilles de noisetier qui l'ont permis. Et ils ont fait, du coup, ils ont designé une canette à motif variable d'ouverture. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand la canette est encore sous pression, forcément, la pression vient exercer finalement une déformation sur cet origami qui fait qu'il n'apparaît pas quand la canette n'est pas ouverte. Une fois que la canette s'ouvre, il y a une dépression forcément qui va se manifester à l'intérieur de la canette, et donc il va y avoir un certain pliage de cet origami qui va du coup apparaître en fait lors de l'ouverture. Donc là, vous avez deux canettes qui ont été ouvertes et vous voyez du coup un motif se révéler. Et donc ça, c'est la fonction esthétique du biomimétisme. Mais ce qui est très intéressant, rappelez-vous, je vous l'ai dit, il y a aussi une économie en fait de la matière dans les origamis. C'est pour ça que ça existe dans le vivant. Et donc en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en plus de créer ce wow effect qui voulait à des fins uniquement marketing, ils ont réussi à baisser la masse de la quantité d'aluminium utilisée. Donc forcément, vous avez des avantages coûts assez évidents et des avantages environnementaux assez évidents aussi. On va passer aussi très rapidement sur l'esthétique et la forme. Dans le vivant, vous avez évidemment énormément d'organismes vivants qui doivent faire ce qu'on appelle de l'optimisation topologique, donc une optimisation du rapport masse-résistance. Et donc l'exemple très connu, c'est évidemment les structures poreuses que vous avez dans les os. Donc là, à l'écran, au milieu, vous avez la tête du fémur. La tête du fémur, enfin le fémur, c'est l'os qui parcourt votre cuisse et qui vient se loger dans la hanche, qui a une particularité, c'est que c'est l'os qui doit résister au mieux aux contraintes mécaniques. Vous pouvez poser une petite Twingo sur votre os qui ne casserait pas. Le fémur est extrêmement résistant, mais en même temps, c'est un os qui est particulièrement léger parce que s'il n'était pas léger, ça serait une contrainte pour l'être humain en matière de mobilité. Et donc la tête du fémur que vous voyez, c'est des sortes de travées en fait de matière osseuse qui permettent en fait de répartir de manière la plus efficace possible les vecteurs de pression qui s'appliquent sur la tête de ce fémur-là, tout en garantissant une sorte de légèreté. C'est presque une sorte d'architecture aérienne qu'il y a dans la tête du fémur. Et ça a été reproduit par de très très nombreux architectes, designers industriels. C'est aussi dans une certaine mesure réutilisé dans l'aéronautique et dans l'automobile. J'ai même une partie de mes équipes qui travaillent sur ce sujet-là. Mais là, si on prend par exemple le design industriel, vous avez une designer néerlandaise, son nom, oui, Liliane Van Daal, qui a travaillé là-dessus dès les années 2010, donc au début des années 2010. Donc là, en l'occurrence, elle a designé, c'est en polyuréthane, une chaise légère, ultra légère, qui est inspirée des patterns de croissance en fait de la structure osseuse dans le fémur. Il y a plein d'autres exemples en la matière sur ce point-là. On va passer sur l'esthétique et les formes. Il y a un grand défi évidemment dans le domaine de la science des matériaux, c'est les couleurs. Vous le savez, les pigments industriels ne sont pas toujours très environnementaux, ils sont parfois très toxiques forcément. Et donc du coup, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle les couleurs structurelles. Les couleurs structurelles dans le vivant, c'est vrai que les pigments sont utilisés, les cheveux c'est du pigment. Mais vous avez de très nombreux organismes vivants qui, pour créer en fait des couleurs, n'utilisent pas du tout des pigments chimiques comme nous de manière industrielle, ils vont utiliser des couleurs structurelles. Donc les couleurs structurelles, c'est quoi? C'est des interactions en fait à l'échelle du matériau, donc généralement ça se trouve à des échelles nanométriques, qui vont créer des interférences particulières sur la lumière. Je vais vous épargner les détails optiques, mais concrètement, selon la couleur qu'on veut obtenir, le matériau va venir interférer avec les rayons lumineux et avec les différentes longueurs d'onde des rayons lumineux. Et en fonction de la nanostructuration, vous allez avoir certaines ondes qui vont être annulées, donc qui vont se superposer, et le fait qu'elles se superposent, des ondes qui vont s'annuler, donc en fait elles sont inverses, et du coup vous allez obtenir une couleur qui va être
concrètement absorbées par le matériau. À l'inverse, vous avez d'autres longueurs d'onde en fonction de l'espacement en fait nanostructurel là en l'occurrence d'une aile de papillon, qui vont venir se renforcer. Donc vous allez avoir un bleu éclatant. Pourquoi est-ce que le papillon morpho, donc là en l'occurrence on prend le papillon morpho, a besoin de cette couleur-là? C'est juste pour une méthode de communication entre congénères. Mais vous avez d'autres organismes vivants qui utilisent les couleurs structurelles. C'est typiquement comme ça, par exemple, que va se camoufler une seiche ou que va se camoufler un poulpe. C'est avec des couleurs structurelles très particulières, donc une structuration nanométrique de la matière. Ces interférences de lumière, elles ont été reproduites par une entreprise suisse qui a cherché à travailler sur une façon de créer de l'antifraude en fait sur certains produits, des produits, forcément on est en Suisse, des produits de luxe. Et donc forcément, la contrefaçon, c'est le fait de créer quelque chose qui est difficilement reproduisible en fait, qui va être très difficile à contrecarrer. Et donc l'idée qu'ils ont eue, c'est de venir en fait par ablation laser. Donc eux, ils utilisent ce qu'on appelle des lasers femtosecondes, donc ils viennent taillader, si vous voulez, les surfaces de ces matériaux là. Donc ça peut être des alliages en métaux, ça peut être certains plastiques, il me semble, des polymères aussi de manière générale, de manière en fait à créer une sorte de couleur tout à fait particulière qui est compatible avec l'objet ou avec le produit en question. Ça peut être utilisé dans l'horlogerie, ça peut être utilisé sur des maquillages particuliers, qui vient en fait donner une couleur qui de toute façon serait aussi là, mais plutôt que de créer un pigment industriel, on vient créer une couleur et une interférence de la lumière qui est tout à fait particulière. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en logique de contrefaçon, il suffit d'avoir une imagerie assez sophistiquée qui permet tout simplement de voir les longueurs d'onde qui sont renvoyées par cette lumière-là, par la surface du coup structurelle, et ça permet de déterminer si l'objet a été contrefait ou pas. C'est concrètement, vous pouvez faire des nuances de bleu, des nuances de rouge, des nuances de violet, des nuances de noir, de gris, etc., à l'infini grâce à ces interférences de la lumière. C'est exactement comme ça que le vivant va coder les couleurs. C'est un peu technique, je sais, accrochez-vous. Les pigments biologiques, alors on a parlé de couleurs structurelles, maintenant on peut parler de pigments parce qu'effectivement la nature pour faire des couleurs va aussi utiliser des pigments biologiques simples. Ces pigments sont biosynthétisés, donc il y en a partout des pigments. Là on a pris un exemple évidemment, vous avez des nuances de pigmentaires tout à fait avec une richesse extraordinaire, par exemple chez les pétales de fleurs, chez les fleurs différentes, les différentes espèces de fleurs, etc. Donc vous avez des chercheurs qui se sont mis dans la tête que ça pourrait être intéressant de venir faire un décryptage en fait de l'ADN de certaines pétales de fleurs pour comprendre comment est-ce que les pigments sont synthétisés par les pétales de fleurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant ce décodage, qui est un peu complexe certes, on obtient finalement la capacité à modifier des micro-organismes. Donc on va prendre des bactéries, et ces bactéries-là, on va créer une modification de leur ADN afin de faire en sorte que les bactéries cultivées dans un bon milieu vont créer les pigments qu'on retrouve chez d'autres organismes vivants. Donc, on décode l'ADN qui vient créer des pigments, par exemple jaunes chez certaines fleurs. On va modifier génétiquement les bactéries pour que ces bactéries à grande échelle soient capables en fait de générer les mêmes pigments. Et ces pigments-là, on va pouvoir du coup les utiliser dans des encres industrielles, par exemple, à destination de la peinture, du packaging, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'est une entreprise française qui a fait ça, c'est une entreprise Philly. Je sais qu'il y a des Japonais qui font ça aussi, de mémoire. Et donc, concrètement, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'une fois que vous avez fait le travail un peu scientifique de décryptage en fait, de la genèse des pigments, tout simplement, vous avez un tout petit échantillon de bactéries génétiquement modifiées qui sont capables de générer, par exemple, le jaune. Vous allez pouvoir les livrer sur place, donc directement sur le lieu de production. Vous n'avez pas besoin de produire ça autrement. Vous faites une culture qui va s'auto-alimenter concrètement, et vous allez obtenir les encres, donc les couleurs pigmentaires directement sur place. Vous n'êtes même pas obligé de le faire chez le fournisseur. C'est ça un peu le principe de ce qui a été fait. Évidemment, c'est biodégradable. Et en plus de ça, la consommation en eau générée, elle est 90%, elle est inférieure de 90%. Donc c'est ultra durable, évidemment. On va parler maintenant de fonctionnalisation. Donc, je vous ai parlé évidemment de micro-organismes. On va passer à la question des bactéries. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. Une partie des défis, on avait une discussion il n'y a pas longtemps avec Electrolux, qui est l'entreprise, vous savez, d'électroménager suédoise, qui disait que il y a une grosse partie des défis sur l'électroménager qui consiste à éviter la déperdition et des aliments, donc le gâchis tout simplement. Vous avez 40
40% des aliments qui passent dans de l'électroménager qui sont jetés à la poubelle. Donc tout le défi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir détecter en fait qu'un aliment est en train de se dégrader et qui n'est plus bon à la consommation. Vous pouvez utiliser des intelligences artificielles, ils ont testé de l'imagerie, etc. Mais tout ça, ce n'est pas tout à fait fiable. Dans le vivant, la détection, elle se fait principalement de manière chimique ou elle se fait grâce à l'apparition d'autres micro-organismes qui vont venir détériorer un aliment. Et donc, vous avez une équipe de chercheurs du MIT qui, assez récemment, c'est il y a quelques années, qui ont décidé de créer un pack fonctionnalisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en fait des bactéries qui vont en fait loger à l'intérieur du film en plastique. Ces bactéries-là, elles vont générer en fait un biofilm passif. Ce biofilm passif va permettre d'utiliser tout simplement, et c'est quand même assez étonnant, on va loger les aliments à l'intérieur de ce film en plastique, ce qui est généralement évité. On évite qu'il y ait des bactéries et des aliments en même temps, mais le fait que les bactéries soient logées dans ce film plastique-là, elles vont rester en état statique pendant un certain temps. À partir du moment où l'aliment va commencer à dégager certaines odeurs parce qu'il va commencer finalement à se dégrader, ces bactéries vont s'activer et vont créer un biofilm. Et ce biofilm-là va réagir avec un indicateur pH qui est aussi rentré à l'intérieur de ce pack-là. Et la variation de l'indicateur pH qui réagit à la genèse en fait, du biofilm va permettre de détecter le degré de péremption finalement d'un aliment qui a été atteint. Donc c'est assez technique, mais comme ça, ils ont réussi à fonctionnaliser un pack. Et évidemment, fonctionnaliser un pack, ce n'est pas pour de la grande consommation, mais c'est des films plastiques qui peuvent être utilisés dans le frigo et qui ont évidemment une valeur ajoutée, donc ils sont vendus plus cher puisqu'ils sont fonctionnalisés. C'est des films plastiques techniques. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais vous parler aussi maintenant de désencrassement. Alors le désencrassement, c'est un gros problème dans le domaine du pack, dans plein d'autres domaines. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, par exemple dans l'aéronautique, dans les transports en commun, etc. Comment est-ce qu'on évite l'encrassement? Eh bien, nous, on utilise beaucoup de biocides, on utilise des savons, etc. Enfin, l'être humain utilise énormément d'actifs en fait pour venir laver. Le vivant, c'est pas toujours comme ça. Le vivant va créer en fait des conditions spécifiques, notamment dans le domaine du végétal, pour s'auto-nettoyer. Pourquoi? Parce que une plante, elle n'est pas active, donc elle ne peut pas forcément se laver. Elle n'a pas la capacité, comme un animal, d'aller dans un cours d'eau, etc., de s'exposer à la pluie. C'est plus compliqué. Et donc là, il y a une très très belle histoire. Donc c'est le péristome des Nepenthes. Alors les Nepenthes, c'est des plantes tropicales qui sont des plantes tropicales carnivores. Donc comme le nom l'indique, elles se nourrissent en fait d'insectes. Et donc elles ont un organe tout à fait particulier que vous voyez à l'écran qui s'appelle le péristome, qui est une sorte d'urne. Et dans cette urne, elle vient piéger des insectes. Comment est-ce que ça se passe? Elle libère une sorte de nectar qui va attirer en fait l'insecte, et l'insecte il va venir se déposer sur les surfaces en fait, donc sur les lèvres à l'entrée de cette urne là. L'urne va être ultra glissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir une sorte de rugosité qui a été schématisée de façon très 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 primaire sur l'image du milieu. Cette rugosité va permettre par capillarité de piéger un lubrifiant naturel qui est sécrété en fait par la plante, donc une sorte d'huile. Mais cette huile-là, si elle est sécrétée en fait, si vous voulez, de manière verticale sur les bords de l'urne, en fait, elle va glisser. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas que ça soit au fond de l'urne, on veut que ça soit en haut de l'urne pour venir piéger l'insecte. Et pour éviter en fait, si vous voulez, un renouvellement de ce lubrifiant de façon continue et qui glisse vers le bas, etc., la plante va chercher à faire en sorte que le lubrifiant soit piégé sur le haut de l'urne. Donc elle utilise cette rugosité microscopique pour créer un piège de ce lubrifiant-là. L'insecte, malgré ses petites pinces, ses petites pattes, vous les voyez, les insectes ils sont capables de s'accrocher au mur, au plafond, etc. L'insecte va complètement glisser. Concrètement, la plante fait en sorte que l'insecte fasse de l'aquaplaning, si je le simplifie au maximum. L'insecte glisse, il tombe dans le bas de l'urne et après il est digéré, donc il est concrètement mangé par la plante. Alors ça, vous avez une entreprise américaine, Adaptive Surface Technologies, qui dès 2017 ont compris que ça pouvait être utilisé pour désencrasser en fait des surfaces très variées. Ça peut aussi être utilisé sur le pack, je vous parle d'expérience. Et donc ils ont créé ce qu'on appelle une surface slip, donc Slippery Lubricant Infused Porous Surface, donc c'est l'acronyme anglais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent structurer un matériau à des échelles microscopiques comme la structure en fait de l'urne, dans lequel on vient lubrifier. Ça peut être utilisé avec n'importe quel type d'huile, mais l'intérêt là-dedans, c'est que forcément le piégeage de l'huile se passe comme dans la
l'année Pentest. Donc en fait, vous avez un pack qui vient conserver une lubrification surfaciale et donc vous avez tout simplement une déperlance ou en tout cas une force d'adhérence beaucoup plus faible pour n'importe quel type d'encrassement qu'il pourrait y avoir. Pourquoi est-ce que dans le pack c'est forcément intéressant? Parce que ça évite le gâchis. Vous mettez ça à l'intérieur du pack, forcément, quand vous venez vider vos packs, et vous l'avez sur la photo, hein, c'est ce qu'ils essayent de démontrer, forcément vous avez moins de matériaux, notamment les matériaux qui vont être très denses, hein, qui vont rester dans le fond du pack. Vous avez un écoulement plus rapide, plus efficace du contenu qui va sortir plus facilement en fait, du contenant. Mais ça peut aussi être utile, par exemple, sur les surfaces extérieures d'un pack. Si on veut éviter, par exemple, que le pack, vous savez, s'il est dans la douche, par exemple, il va prendre le calcaire. Donc, esthétiquement, c'est pas très joli, un pack qui prend du calcaire, qui devient blanc ou qui se salit. Ça peut être utilisé dans le domaine du médical pour éviter qu'un pack soit, si vous voulez, éviter par exemple la transmission de bactéries sur un pack, etc. Et justement, en parlant de fonctionnalisation, très rapidement, quand on parle justement de fonctionnalisation, vous avez aussi sur certains packs, pour certains d'entre vous peut-être, des problématiques sanitaires. Et les problématiques sanitaires, c'est aussi quelque chose qui existe dans les organismes vivants. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure des ailes de papillons, là je vais parler des ailes de libellules. Les libellules, elles sont très fragiles au niveau de leurs ailes. Et les ailes, c'est des éléments qui sont neutres. Donc concrètement, vous n'avez pas un organisme avec un système immunitaire qui peut se passer sur les ailes. Le problème, c'est que s'il y a des bactéries qui viennent se loger sur les ailes, ça peut venir nuire à la santé en fait, de la libellule. Et donc la libellule, elle va utiliser ce qu'on appelle du surface killing. Donc elle va utiliser, ou du contact killing, elle va utiliser en fait des nanopiliers que vous avez ici en vision de microscope à balayage électronique. Donc ces nanopiliers bactéricides, en fait, ils viennent déchirer la membrane en fait, des bactéries qui essayent de se poser et de créer un biofilm sur la surface de l'aile de la libellule. Donc ce surface killing là, il est très intéressant puisque vous allez mettre les bactéries en lyse, hein, donc en déchirant leur membrane, forcément vous allez les tuer. Et donc ça a été réutilisé par McGill University, qui est une université aux États-Unis qui est très connue parce qu'elle fait aussi pas mal de sciences bio-inspirées. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un revêtement bactéricide anti-fouling. Donc anti-fouling, hein, on vient tuer les bactéries de manière générale à destination du domaine médical. Donc le but, c'est d'utiliser ça, enfin, domaine de la santé de manière générale, c'est d'utiliser ça sur des packs qui ont une forte valeur technique ajoutée, hein, forcément, mais qui sont des packs techniques qui vont du coup réduire la transmission des bactéries. Dans le domaine hospitalier, par exemple, c'est particulièrement intéressant puisque vous évitez, ou en tout cas vous réduisez les chances de transmission de maladies au sein des hôpitaux, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, me semble-t-il, de mémoire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce revêtement bactéricide, hein, donc c'est des polymères tout simplement, qu'on vient tailler à des échelles nanométriques, on reproduit les nanopiliers créent la lyse des bactéries, hein, donc déchirent les membranes des bactéries au bout de 3 heures. C'est très très intéressant de fonctionnaliser les packs comme ça. Hop, je finis rapidement. On va parler d'applications. On a parlé beaucoup de sciences des matériaux, de packs, etc. Maintenant, parlons des applications. J'aurais pu vous parler de diffuseurs de parfums inspirés des scarabées de feu noir qui sont des sortes de projections acides ultra rapides mais ultra efficaces. Enfin bon, j'aurais pu en parler des heures. J'ai décidé de vous parler de la peau du diable cornu. Le diable cornu, c'est un animal en fait, qui vit dans des domaines très arides où l'eau est très rare. Et donc, du coup, il dispose d'une surface particulière qui est une surface qu'on appelle à gradient de capillarité. C'est un terme assez technique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a très peu de points d'eau, donc le lézard ne peut pas boire. C'est un lézard, hein, donc ce diable cornu, il va capter l'humidité qui est naturelle, l'humidité par exemple de la rosée, qui a lieu aussi dans des domaines arides, où il va carrément être en capacité de capter l'humidité qui est contenue dans le sable le matin par exemple, où le sable va être très très légèrement humide. On parle de taux d'humidité qui sont infinitésimales, mais le but c'est de venir capter cette humidité-là. Et donc il y a des tout petits pics qui sont des pics triangulaires, ce qu'on pourrait appeler des micro-picots. Et ces micro-picots-là, il y en a partout sur la surface en fait, de la peau du diable cornu. Ces micro-picots en fait, vont avoir des tailles tout à fait différentes et vont créer en fait des effets de capillarité à gradient. Donc on va avoir une capillarité de plus en plus forte et de plus en plus forte vers la bouche. Donc concrètement, il va être capable de capter un peu la rosée par exemple sur le bas de son dos, et cette rosée par gradient de porosité, elle va remonter automatiquement et du coup elle va se condenser en gouttelettes. Au fur et à mesure, ça va devenir des gouttelettes qui vont être amenées par la bouche. Donc c'est assez impressionnant, c'est une sorte de système d'irrigation ultra spécifique qui a été observé chez le diable cornu.
Ça a inspiré en fait une université en Chine, donc il y a très peu de temps, hein, c'était l'année dernière, qui a en fait créé une sorte de système de transport passif de liquide. C'est un transport passif qui est passif, mais on avance quand même le liquide à l'ordre de 3 cm secondes. Hein. 3 cm secondes, c'est assez rapide. Donc c'est pas quelque chose qui se fait au cours d'une journée, c'est ultra rapide comme système. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé finalement ces micro-picots que vous avez sur la surface des diables cornus, notamment les patterns, hein, c'est-à-dire la disposition de ces micro-picots pour comprendre ce phénomène de gradient de capillarité, pour accélérer en fait un fluide de manière passive. Donc on n'utilise pas du tout d'énergie. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que si on parle par exemple de packs ultra techniques qui permettent d'appliquer une crème ou de venir faire remonter de la crème ou remonter un contenu vers le goulot, ou si on parle par exemple de procédés industriels particuliers, ça peut être intéressant pour éviter d'utiliser de l'énergie ou pour des fonctionnalités nouvelles dans le domaine du pack. Voilà. J'ai plus trop de temps, si vous voulez, on pourra en parler en off. J'avais un petit peu des procédés de production. On pourrait aussi parler d'attrapeurs mous, etc. Je veux juste finir sur un très bel exemple, ce sera mon dernier, sur la détection et le contrôle. Il n'y a pas longtemps, j'étais en conférence dans une région viticole de France, et on m'a posé la question, juste avant de donner cette conférence, sur le contrôle en fait dans certains procédés de fabrication. Là, en l'occurrence, c'était pour le domaine viticole. Dans le domaine viticole, un des gros défis, c'est le contrôle du taux de sucre que vous avez dans le vin. C'est des appareils qui sont très complexes, qui ne sont pas forcément toujours fiables. Et là, on est tombé avec mon équipe sur une très belle histoire qui s'inspire, alors décidément aujourd'hui je parle beaucoup de papillons, mais il n'y a pas que ça hein, évidemment, mais la couleur des ailes en fait de la pierrite de la rave. La pierrite de la rave, en fait, elle a une sorte de couleur ultra blanche qui lui permet en fait de se confondre dans certains environnements. Donc c'est une technique en fait assez intéressante de camouflage. Hein. Elle va se camoufler par exemple sur des champignons blancs, dans des domaines qui sont très blancs. Hein. Donc ça va être sur des pierres ou des roches très blanches. Et donc, en fait, comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle s'y prend de la manière de la même manière que je vous avais dit pour l'autre fois. C'est les nanocouleurs, les nanostructures. Donc, les couleurs structurelles, elle a des sortes de petites nanobilles. Hein, c'est des nanobilles que vous avez ici, que vous voyez à l'écran, qui sont en fait disposées sur la surface et qui permettent de renvoyer l'ensemble des longueurs d'onde. Donc, quand vous renvoyez l'ensemble des longueurs d'onde, forcément, vous êtes ultra blanc, quoi qu'il arrive. Et donc, ça a été réutilisé comme principe pour un détecteur de sucre. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, en fait, ils ont reproduit les nanobilles sur le fond d'une cuve. Donc, ça peut être un fond de cuve dédié au vin, par exemple, hein, mais ça peut être pour n'importe quel autre liquide. Et en fait, on va attendre une variation de la couleur. Cette variation de la couleur, elle se passe grâce à la variation du taux de sucre. Le taux de sucre, quand il varie dans un liquide, vous avez une longueur d'onde et une couleur tout à fait différente qui va être créée au fur et à mesure dans le liquide. Vous mettez tout simplement un système d'imagerie au-dessus, vous avez les nanobilles au fond qui vont refléter les couleurs et les variations de couleurs dues à l'évolution du taux de sucre, et vous allez avoir finalement un blanc qui va varier d'un blanc très vif, très intense en fait au départ, à un blanc de plus en plus opaque qui va virer vers du gris, voire vers de l'anthracite, au fur et à mesure en fait de l'évolution du taux de sucre. Et c'est tellement précis que vous pouvez vraiment mesurer au gramme par litre. Hein. Donc c'est ultra précis comme système de mesure du sucre. Donc ça c'est l'EPFL, hein, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc en Suisse, qui a fait ce travail-là. Voilà, quelques exemples sur le domaine du pack. J'ai essayé de couvrir large. Encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Il faut imaginer que des études comme ça, il y en a plein. Et pour finir, un tout petit mot sur l'aventure qui est la mienne et la raison aussi pour laquelle j'ai été invité là-dessus. Moi, je suis issu de la recherche et développement chez Porsche, donc a priori, rien à voir avec le biomimétisme ou la biologie. Mais je suis tombé complètement amoureux de ce domaine qui est assez fabuleux, hein, qui mixe la biologie et la technologie. Il y a maintenant 6 ans, et j'ai monté donc Bioxégie, qui est l'entreprise en France qui fait du biomimétisme. Et donc, on travaille justement sur plein de technologies bio-inspirées avec plein d'industriels. Donc, généralement, c'est leur département R&D, innovation, les départements produits, etc. Et donc, je vous confirme qu'effectivement, on a déjà une demi-douzaine de projets dans le pack avec des gros industriels, principalement dans l'agroalimentaire et dans la cosmétique dermocosmétique en France, et aussi à l'international dans le domaine du luxe aussi.
Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je vous ai donné quelques exemples. On est une grosse équipe, hein, c'est une start-up maintenant qui a 5 ans d'existence, donc 25 personnes. Donc si vous avez des questions et si vous êtes intéressé aussi pour comprendre ce que le biométisme peut apporter pour certains des challenges de vos entreprises, n'hésitez pas, hein, je reste quelques minutes à côté là-bas. Merci déjà de votre attention et puis s'il y a des questions, on peut peut-être les prendre. Pas de questions? Oui. Oui, merci pour votre exposé, tout à fait intéressant. J'ai une question, là, une des premières choses que vous avez montrées à propos de la chitine. Et ma question, c'est comment vous récoltez la chitine en quantité suffisante? Est-ce qu'il faut élever des crevettes spécifiquement et les massacrer, entre guillemets ou... Non, pas du tout. En fait, c'est une très bonne question que vous posez. Quand on parle de biosourcing, forcément, vous avez une tension par rapport au milieu, ça c'est normal. L'intérêt en fait des exosquelettes, donc des crevettes, c'est qu'en fait vous avez des coproduits de l'industrie alimentaire de la crevette, qui fait qu'en fait vous prenez les industriels qui vont devoir mettre sur le marché des crevettes. La plupart du temps, ils se débarrassent de ces cuticules, donc de l'exosquelette. Et c'est triste à dire, mais la plupart du temps, ils vont le brûler, ils vont pas du tout l'utiliser. Donc en fait, c'est une valorisation de ces déchets alimentaires. Donc on va valoriser ces déchets de chitosane. Et alors il y a un petit procédé industriel que moi, Sydney, faudrait demander à mes équipes, le cas échéant, je ne maîtrise pas personnellement, mais qui va effectivement permettre d'extraire en fait le chitosane de la chitine, donc de ces déchets alimentaires là. C'était probablement une question que vous posez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la quantité mesurée de chitine est assez impressionnante. Donc en fait c'est compatible. Je ne sais plus combien de centaines de millions de tonnes. Enfin, je sais plus. Je voudrais pas vous dire une bêtise, mais c'est des quantités phénoménales, ce qui fait qu'en fait le coût, en matière de coût, ça pourrait être très intéressant. J'ai une deuxième question, si vous permettez. Oui. Ça revient à l'exemple précédent qui concernait le mycélium. Oui. Donc vous faites, avec ce procédé, il est possible de faire par exemple des barquettes pour des aliments et qui ensuite sont complètement compostables, ou est-ce que c'est difficilement compostable? Non, si, en fait concrètement c'est à 99% biodégradable, donc en fait c'est compostable. De ce que moi je sais, mais là encore je mets toutes les prudences nécessaires là-dessus, donc si vous voulez vous pourrez me laisser votre carte et j'en parlerai avec mon équipe parce que je maîtrise. Oui, parce qu'il existe d'autres types de barquettes à partir d'autres éléments biosourcés. Oui. Qui sont vendus pour être compostables et qui le sont éventuellement dans les composteurs industriels, mais pas forcément dans les composteurs chez les particuliers. Je ne maîtrise pas, si vous voulez, le degré je sais juste que c'est biodégradable à 99%, ça faudrait poser des questions complémentaires à mon équipe là-dessus. En revanche, l'avantage par rapport aux matériaux biosourcés habituels, c'est le rythme en fait de croissance et donc le coût qui est lié à ce rythme de croissance-là, parce que généralement ces matériaux biosourcés, ils sont assez chers et ils ne sont pas disponibles en grande quantité. Or là, vous avez un matériau qui peut être produit localement à très grande vitesse et en grande quantité. Quand je parle de quantité, je parle de masse du matériau. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour vous, c'est savoir comment est-ce que du coup vous appliquez le biomimétisme dans votre processus du coup de création et d'innovation avec les industriels. Alors ça dépend des types d'industriels. Vous doutez bien qu'on ne fait pas par exemple des principes actifs avec Clarins de la même manière qu'on fait des aérostructures avec Airbus. Ce n'est pas du tout les mêmes projets, la même complexité et les mêmes temps de projet. Si j'essaye de simplifier au maximum le processus, c'est qu'en fait on va d'abord récolter concrètement des besoins. Ça, c'est très classique, des diagnostics de quelles sont les problématiques techniques qui nous sont soumises par nos partenaires. Et vous avez des partenaires qui ont des problématiques ultra précises. Je veux éviter la corrosion sur le composant numéro 134 de mon système propulsif de ma voiture électrique, par exemple, avec nos clients dans l'automobile. Donc parfois, c'est ultra précis. Parfois, c'est beaucoup plus idéatif. Ça nous est arrivé, par exemple, dans le domaine du pack, où on nous dit bon voilà, j'ai une nouvelle ligne de produits, j'aimerais imaginer une nouvelle manière d'appliquer une crème sur la peau qui soit disruptive, qui soit un peu nouvelle, qui évite les pompes difficilement recyclables. Vous voyez dans les systèmes de pompes, des parfums ou des crèmes par exemple. Donc ça c'est plus de l'idéatif. Et donc ils vont nous soumettre ça dans des workshops ou dans des ateliers avec des experts différents.
Nous, ensuite, concrètement, une fois qu'on a la problématique, on vient faire ce qu'on appelle des recherches et des analyses biomimétiques. Alors, c'est un terme un peu complexe pour dire que concrètement, nos équipes, qui sont d'abord des biologistes, vont aller chercher et repérer ce qu'on appelle des systèmes biologiques de référence, donc des modèles biologiques qui sont susceptibles de répondre à ma problématique qui nous a été donnée. Une fois qu'on a repéré un modèle biologique, là c'est plutôt nos ingénieurs qui vont prendre le relais pour faire ce qu'on appelle du rétro-engineering biomimétique. Donc ils vont passer du modèle biologique identifié à un modèle biomimétique, c'est-à-dire qu'ils vont passer de la biologie back to technology. Donc en fait, on va devoir reproduire ce qu'on a observé dans la biologie à une technologie qui est industriellement faisable, compatible avec les contraintes coûts et les contraintes normatives de nos partenaires. Et tout ça, c'est des process qui prennent du temps, parce qu'en fait, d'abord, vous allez avoir des préconcepts. Alors là, vous savez, nous, on utilise les TRL classiques, les Technology Readiness Level. Donc on utilise des strates en fait, de maturité technologique qui varient en fonction du secteur avec lequel on travaille. Donc là, si vous voulez, à ce moment-là, on sort presque un peu du biomimétisme, puisque c'est juste de l'itération sur la technologie qu'on a trouvée. Mais ce démarrage-là est assez crucial, et on est très reconnu pour le faire. C'est que le nom de mon entreprise est peu connu, parce qu'on fait quand même très gaffe à ce qu'on dit, parce que la plupart de nos clients, comme vous en doutez, comme c'est quelque chose de très stratégique, qui plus est avec des Chinois et des Américains dans la course, ils ne veulent pas trop qu'on parle de ce qu'on fait. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vous avez 3-4 entreprises dans le monde qui savent faire ça. Donc c'est ce lien tout à fait particulier entre biologie et technologie. 3-4 entreprises et après évidemment les grandes universités scientifiques dont je vous ai parlé. Et la plupart du temps d'ailleurs, quand on est sur des projets très très complexes, par exemple quand on parle de... récemment, on a eu des projets dans le domaine de satellitaire, donc avec des entreprises françaises qui fabriquent certains composants satellitaires. Alors, il n'y en a pas beaucoup, vous devinerez lesquels. C'était sur des accélérateurs de particules ultra précis pour un satellite, pour des radiofréquences. Enfin, c'est des trucs ultra complexes. Mais on peut faire du biomimétisme sur des sujets comme ça. Mais par contre, on vient faire des projets tripartites. Alors, ça peut être avec le CNRS, ça peut être avec le Collège de France. On en a fait avec Supaéro et avec le client industriel. Donc, c'est particulier. Voilà, je vous décris de façon très synthétique parce qu'évidemment c'est beaucoup plus, c'est vraiment du cas par cas notre métier.